Dominique Julien, journaliste, pour parler du dossier des églises dans la région de Portneuf et plus précisément l'avenir des églises dans la région de Portneuf. Moi et mon collègue Charles Laviolette avons avec nous aujourd'hui le chanoine Jean Tailleur pour nous parler des églises. Bonjour, M. Tailleur. Bonjour. Monsieur Tailleur, je vous remercie d'avoir accepté notre demande d'entrevue. Premièrement, un dossier dont moi et Charles voulons parler, c'est la paroisse Bienheureuse Mère Saint-Louis, donc qui couvre un secteur de Portneuf qui touche Donnacona, Pont-Rouge. Pouvez-vous nous parler un petit peu de comment ça va les églises dans la paroisse Bienheureuse Mère Saint-Louis? Oui, mais tout d'abord, cette paroisse-là couvre là, pour nous, la population catholique, là, plus de 56 %. Donc, c'est vraiment pour nous là, la paroisse la plus importante là, sur les 55 000 personnes de notre unité missionnaire. Donc, les églises que cette fabrique-là a à sa charge, si on prend à l'extrême ouest, là, nous avons près du fleuve Notre-Dame des Sept Douleurs, qui est actuellement fermée là, pour des questions de sécurité. En haut de Portneuf, c'est Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, ou Notre-Dame du Rosaire. Là. Les gens souvent vont dire vite, là, ils oublient le Très-Saint-Rosaire. L'église de Cap-Santé, oui. Ensuite Donnacona. L'église qui était aux Écureuils a déjà été vendue il y a un certain temps. Et ensuite, si on monte vers le nord, on a Pont-Rouge et Saint-Basile. Et finalement, vers l'est complètement, on a l'église, donc qui n'appartient plus à la fabrique, dont on a usage là, à Neuville. Donc ça fait un peu le portrait là, du parc immobilier, avec un presbytère à Pont-Rouge et un presbytère aussi à Donnacona. Puis ça, donc, dans la paroisse Bienheureuse Mère Saint-Louis, ça peut ressembler à quoi la fréquentation globalement? Est-ce que vous savez, il y a combien de paroissiens qui fréquentent les offices? Oui, bien, on a plus de 27 ou 28 000 paroissiens en théorie. Oui. En théorie, là, évidemment, toute la population ne se déclare pas nécessairement catholique, mais en termes de fréquentation, c'est assez modeste. Donc, je n'étais pas ici, moi, dans Portneuf, avant la pandémie, mais mes confrères, les laïcs avec qui on travaille, nous disent que depuis la pandémie, il y a eu une diminution importante de fréquentation, due d'abord, bien évidemment, à la maladie, à la crainte aussi du COVID, aussi le fait qu'on a augmenté considérablement l'accessibilité des offices par la télévision communautaire ou par Internet. Ça joue, ça. Donc, il y a des gens qui disent « je préfère rester à la maison, c'est plus facile de participer à la prière communautaire ». On a tenu des relevés depuis 2 ans, des relevés. Mais évidemment, on a eu des catastrophes aussi. Vous savez que Noël, cette année, ça a été un peu difficile. L'autre Noël avant, c'était fermé par décision de l'évêque pour protéger les gens. À part que l'an passé, on venait de recommencer. Donc, on n'a pas encore fait 1 an vraiment de, j'allais dire, de normalité. Je ne sais pas si c'est une expression qui convient, là. Ce qui fait qu'on n'a pas une très grande fréquentation. On peut penser là, à autour de 100-120 personnes à Donnacona, à la messe dominicale, autour d'une centaine en moyenne, parce que ça peut varier, hein, selon, des fois il y a une messe anniversaire, à Pont-Rouge. Et là, on est plutôt ensuite dans des assemblées plus modestes quand on arrive à Saint-Basile. Là, c'est peut-être Saint-Basile. Je vais donner un chiffre, mais c'est variable, mais on est dans quand on atteint la cinquantaine, on est très heureux. À Portneuf, à Notre-Dame du Saint-Rosaire, là, c'est un peu plus nombreux. Ça peut approcher parfois la centaine, parfois c'est 80. Et Cap-Santé, on est plutôt dans la trentaine. Neuville, on est plutôt dans la bonne vingtaine. Donc, vous voyez là, que ça reste quand même peu de gens pour un parc immobilier aussi riche et varié. Là.
Monsieur Tailleur, pour les biens de l'entrevue, je vais juste passer votre fil en dessous de votre bras comme ça, parce que là, je vois là, que le micro a de la difficulté à suivre. Monsieur Tailleur, on voulait parler, moi et Charles également, de la situation financière de la fabrique bienheureuse Mère Saint-Louis. Bon, vous nous avez parlé de la fréquentation un petit peu. Maintenant, on peut comprendre qu'il y a certains enjeux là, pour la vitalité financière de la fabrique. Oui, c'est ça. Nous, actuellement, les marguilliers et marguillières des 3 fabriques, y compris celle de Bienheureuse Mère Saint-Louis, nous ont donné un signal clair d'administrateurs en disant que les réserves accumulées dans Portneuf, on en a pour 4 ou 5 ans si on continue de les épuiser par des petits déficits d'opération. Les déficits ne sont pas considérables, mais les réserves ne le sont pas non plus. Donc, on est sur s'il n'y a pas de correctif fait assez rapidement, on est sur des horizons de 4 ou 5 ans et ça pourrait compromettre la mission. Donc, c'est la situation financière. On n'est pas en difficulté d'urgence pour cette année. Là. On n'est pas en train de dire c'est pas la panique, mais il est temps de regarder ça. Surtout que la majeure partie des dépenses de la fabrique Bienheureuse Mère Saint-Louis, comme des 2 autres, c'est son parc immobilier à maintenir en assurance, en chauffage. Cette année, on était chanceux parce que la prime d'assurance a augmenté. Les catastrophes naturelles, enfin, vous savez un peu, tout le monde qui paye son compte d'assurance sait que ça n'a pas diminué. C'est vrai pour les fabriques aussi. Donc, cette année, le diocèse nous a aidé toutes les fabriques du diocèse, mais on sait que l'an prochain, l'augmentation de la facture, il faut la couvrir. Donc, il y a vraiment, on a un 4-5 ans là, pour essayer de trouver des solutions. Ça, donc, vous, M. Tailleur, dans le fond, vous êtes là, entre autres, pour assister puis conseiller les paroisses pour leur avenir financière. Puis on s'imagine que prochainement, il y a certaines églises que la paroisse va devoir se départir. Puis, quels sont les critères que devrait prendre en compte une fabrique pour quelle église garder, quelle église se départir? Est-ce que, exemple, il y a des gens dans Portneuf qui disent les églises patrimoniales, il y a des subventions qui peuvent être attachées à ça parfois, mais souvent c'est des églises qui ont un plus grand coût d'entretien parce que c'est des bâtiments patrimoniaux. Est-ce que c'est une bonne idée, exemple, de garder, de conserver les églises patrimoniales? Oui. Ou est-ce que c'est les plus petites églises qui devraient être favorisées? Oui, la question est intéressante parce que l'attachement de nos catholiques, puisque c'est des biens qui appartiennent quand même aux catholiques, l'attachement aux églises patrimoniales, il est grand. Mais sur papier, c'est parfois le plus mauvais choix financier. Parce que, vous venez de le dire, là, c'est des églises qui demandent plus de soins, qui appartiennent à d'autres époques, à d'autres normes. Et là, lorsque le gouvernement change certaines normes, il faut s'ajuster. Puis vous savez comme moi qu'évidemment, quand la plomberie n'a pas été retouchée depuis 50, 60 ans, il faut la refaire. Quand l'électricité a à peu près ça aussi, il faut rajuster des choses, etc. Donc, c'est sûr que en termes sur papier, une église patrimoniale, c'est toujours beaucoup plus dispendieux. Puis c'est vrai aussi pour les particuliers qui acquièrent une maison ancestrale. Ils vont devoir payer plus cher pour la mettre aux normes et l'entretenir au départ, au moins. Donc, nos églises patrimoniales là, sont dans cette situation-là. Il existe un fonds d'aide qui est administré par la Corporation du patrimoine religieux qui peut aider lorsque le projet est accepté d'entretien jusqu'à 80% du montant des travaux. Mais il reste que le 20% revient à la communauté. Évidemment, si c'est des travaux d'1 million, c'est 200 000 que la communauté doit pouvoir investir. Et nous avons actuellement des communautés qui n'ont pas ça comme réserve, alors que ce serait ce qu'ils auraient au minimum de besoin pour l'entretien. Donc, c'est sûr qu'au plan patrimonial, c'est le grand enjeu, mais c'est sûr que l'attachement des fidèles, il est clair. Il est clair, il est évident. Puis c'est vrai que ce sont de belles églises. Et je pense un petit peu ici, dans nos églises le long du fleuve, particulièrement, là, de Cap-Santé jusqu'à Grondines, ce sont de belles et anciennes églises. Est-ce qu'on pourra toutes les garder comme propriété des fabriques? C'est pas certain. Est-ce qu'on aimerait pouvoir y continuer le culte? Ça, c'est certain. Le cœur des gens y est. Est-ce que des partenariats seront possibles? C'est ce qu'on recherche
pour à la fois que le bien patrimonial soit préservé dignement, mais en même temps, si on peut continuer le culte, on va le faire. Mais évidemment, nos moyens sont pas, je veux dire, sans limite. Là. Mais M. Tailleur, vous nous dites que on veut garder des églises, on pense peut-être à des ventes aussi. Est-ce que vous trouvez des partenariats, comme vous l'avez dit? Quel genre de partenariat on parle, en fait, quand on parle de vente d'église? Qu'est-ce qu'on recherche quand on vend une église? C'est ça. D'abord, les critères pour désigner plutôt quelles églises resteront propriété de la fabrique. Ça se fait dans le cadre de ce qu'on appelle un PDI, là, un programme directeur immobilier. Les gens sont assez familiers avec ce terme-là. Actuellement, dans Portneuf, il n'est pas encore terminé. Okay. Mais nous sommes en train d'avoir un regard là, sur l'ensemble des lieux de culte. Et là, on va tenir en compte certains critères. Le critère le plus important, c'est l'usage de l'Église pour sa mission pastorale. Et dans ce sens-là, on va regarder... la fréquentation devient évidemment un des critères de son usage pastoral, mais ce n'est pas le seul. Est-ce qu'il existe des locaux pour faire de l'animation, la catéchèse des enfants, des rassemblements? Nos églises patrimoniales, généralement, n'ont pas de sous-sol. Hein, mais ils ont parfois une sacristie qui peut servir. Nos églises plus modernes ont généralement toujours des sous-sols. Donc ça devient un critère là, qu'on essaie de regarder. On regarde aussi le coût d'entretien, l'état des lieux, donc une forme de carnet de santé. Les mariés, marières font ça. La distance aussi, j'allais dire, que les gens ont à parcourir. Dans Portneuf, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a des localités plus éloignées que d'autres. Je pense aux gens de Rivière-à-Pierre. C'est quand même 35-40 kilomètres qu'ils ont à faire pour, si jamais ils devaient quitter leur milieu. Il y a d'autres milieux, c'est 5 kilomètres ou 10. Évidemment, les gens de Portneuf se déplacent tous parce que les épiceries, il n'y en a pas partout, évidemment. Les gens savent se déplacer, mais ça, c'est des critères qu'on regarde. Et là, les mariés, marières vont donc faire plutôt l'aspect administratif. Là. Un des critères qu'on regarde aussi, c'est quel est l'argent qu'on ramasse dans ce milieu-là pour le lieu de culte. Et on est en pleine campagne là, de capitation actuellement. C'est sûr que s'il y a une petite église, même peu fréquentée, mais qui fait ses frais, bien, on n'aura pas le même regard qu'une église qui serait, mettons, peu fréquentée, qui est très abîmée, qui ne fait pas ses frais et dans lequel à peu près personne ne veut investir. Évidemment, vous comprenez là, que là, on serait dans un autre extrême. Et là, on aura à prendre une décision là, bientôt, mais on est en train de le faire. Donc, il y a des milieux qui ont commencé à avoir de l'information, comme dans Saint-Raymond-du-Nord. Les 4 lieux de culte ont été l'objet d'une rencontre d'information. J'ai participé à 2 d'entre elles. Dans les autres milieux, comme Bienheureuse Mère Saint-Louis, il y a eu une information lors de l'Assemblée de fabrique, mais il n'y a pas eu d'information locale parce que les décisions ne sont pas prises. Même chose pour la paroisse Sacré-Cœur. Okay. Ça va venir, par contre. Là. Puis, ben justement, une communauté là, qui... on prend un exemple comme Sainte-Christine d'Auvergne, exemple. Oui. Exemple, si la paroisse veut se départir d'une église, quels sont les moyens qui se présentent pour la communauté après ça de récupérer ça? Est-ce que la vente à $1 va être toujours possible, puis dans quelles conditions? Oui, ici dans Portneuf, c'est une question qui s'est beaucoup posée, là, oui. Qui s'est beaucoup répandue, mais c'est-à-dire, il a existé et c'est encore possible, mais chaque décision d'Église entraîne une contrepartie. Je ne sais pas si vous êtes familier un peu avec ce langage-là, mais c'est que les mariés et marières, c'est des fiduciaires. C'est des hommes et des femmes qui doivent administrer, au fond, comme la loi un peu prend l'expression, en bon père de famille. On pourrait rajouter en bonne mère de famille, là, aujourd'hui. Donc, ils ont une valeur en main et ils doivent bien administrer cette valeur-là. Donc, s'il y a une cession, qui serait une vente à $1, il faut qu'il y ait une contrepartie qui soit raisonnable et raisonnable pour toute personne qui regarde ça. Là, une personne moyenne en disant, il ne faudrait pas arriver à la conclusion que les mariés ont dilapidé. Donc, dans le cas de Sainte-Christine, je sais qu'il y a parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens il y a quelques mois, en fait, peut-être 1 an maintenant, ils ont un projet extrêmement intéressant.
de préserver le lieu. Et une des contreparties qui est envisagée, ça serait la possibilité d'y continuer le culte. Si on continue aussi, parce que la continuation du culte dans un milieu, c'est notre préférence, mais il faut qu'il reste des gens intéressés à cette continuation-là. C'est une église qui, aussi au plan patrimonial, n'a pas un classement qui est très élevé, donc qui peut entraîner des modifications sans doute plus importantes qu'un monument qui serait comme l'église de Neuville, là, où le chœur lui-même est monument historique, là, et on ne peut pas y toucher. Dans ce cas-là, la négociation va bon train, on va voir un peu, et aussi on regarde le type d'acheteur. Le 1 $ n'est envisageable que généralement pour des organismes communautaires ou publics, mais on ne l'envisagera jamais pour un particulier. Mais si on cède à 1 $, il faut avoir une série de clauses qui font en sorte que l'acquéreur, qui pourrait être un organisme sans but lucratif, vous comprenez que la solidité d'un organisme sans but lucratif, sa pérennité, ce n'est pas la même chose qu'une municipalité. Une municipalité a quelque chose qui est presque, on ne peut pas dire perpétuel, mais il y aura toujours une municipalité dans un lieu, mais elle peut s'agrandir, elle peut varier. Donc là, on n'aura pas les mêmes prudences. Donc dans le contrat, ça veut dire que si une cession à 1 $ était faite et qu'il y avait une certaine forme de contrepartie, il va y avoir à ce moment-là des clauses qui disent que si l'organisme sans but lucratif revendait l'édifice, les profits vont devoir être partagés nécessairement avec la fabrique ou celle qui en tiendra lieu à ce moment-là. Mais vous voyez un peu, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est au cas par cas, puis le diocèse n'est pas fermé à la vente à 1 $. Non, mais en même temps, c'est l'usage qui va... c'est la qualité du projet qui va nous dire aussi même la continuité du culte. Parce qu'on pourrait arriver avec un projet où, de par sa nature, le culte ne serait pas possible. Je prends l'exemple à Québec, là, qui est fort intéressant, une école de cirque. Évidemment, lorsqu'ils ont fait l'aménagement des volumes de l'Église, c'était clair qu'il n'y avait pas de culte possible, là. Et ce n'était pas désiré non plus par la communauté. Donc, à ce moment-là, la contrepartie va être autre que l'usage gratuit pour le culte pour une période X, là. Vous nous avez dit, bon, peut-être des organismes sans but lucratif pourraient se porter acquéreurs de l'Église, pas les particuliers, mais qu'en est-il des municipalités? Est-ce que ça fait partie des choses qui sont considérées par les paroisses? Oui, juste pour corriger, un particulier pourrait aussi. OK. Mais à ce moment-là, un particulier qui serait sans doute un homme ou une femme d'affaires ou une personne... une compagnie, ça peut arriver. Mais évidemment, des ententes à 1 $, il faudra voir. Moi, je pense que ce n'est pas possible avec un particulier. Parce que je ne connais pas là, les chiffres exacts de Sainte-Christine, mais si je prends un exemple fictif, là, où on arriverait à dire le terrain vaut 350 000 $, l'Église est évaluée à 400 000. Bon. Mais là, on est devant un bien de 700 000 à peu près, là. Bien, avec un particulier, il faudrait qu'il négocie dans ces environs-là, probablement. Avec des municipalités, souvent, ce que nous privilégions là, dans les dernières années au diocèse, et ça s'est fait à quelques endroits, c'est que le bâtiment pourrait être cédé pour 1 $ et le terrain pourrait être vendu à la juste valeur marchande. Évidemment, et les valeurs marchandes à Sainte-Christine, à Rivière-à-Pierre ou à Saint-Raymond ou à Donnacona, c'est pas la même. Donc, on ne peut pas avoir là, de valeur marchande identique dans tous les milieux. Si on comprend bien, donc, vous avez une préférence, le diocèse, puis pour les églises de Saint-Raymond, gardez les églises de Saint-Raymond, Pont-Rouge, Donnacona et Saint-Marc. Oui, bien, en fait, comme je vous dis, notre réflexion, elle est là maintenant, mais les approbations dans toutes les assemblées de fabrique ne sont pas faites. Mais ça nous semble, à l'évidence là, du milieu, là, des points quand même névralgiques du Grand Port-Neuf. Mais il y a des... Donc, il y a des paroisses qui restent plusieurs autres églises qui sont toujours... On ne sait toujours pas quoi faire avec. Il y a même des municipalités qui ont plusieurs églises. Oui. Qu'est-ce que vous conseillez au conseil municipal, aux paroissiens en général, aux paroisses? Est-ce qu'on est mieux de mettre tous ces efforts dans une église? Tu sais, exemple, je pense à Deschambault-Grondines, par exemple. Est-ce que la municipalité serait mieux d'en cibler une des deux, étant donné qu'il y a 2 églises patrimoniales? Oui, mais assurément. Je pense que ce qu'on dit des fabriques, on pourrait le dire des municipalités aussi, c'est quand même considérable de prendre la charge d'un monument ou d'un bien patrimonial.
Évidemment, moi, je ne parlerai pas au nom de la municipalité des Chambeaux-Grondines. Là, ils auront leur réflexion à faire, mais je pense qu'à l'évidence, si la municipalité voulait s'engager dans la préservation d'un ou l'autre, c'est déjà beaucoup. Les deux, je pense que c'est pas raisonnable. Mais évidemment, je ne veux pas parler pour eux et penser à leur place. Là. La municipalité pourrait arriver avec son propre projet. Ça, c'est... Mais juste en revenir, ce que vous percevez, c'est que les municipalités de Portneuf sont ouvertes là, à travailler avec vous pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les églises. Oui, mais pour moi, une municipalité ouverte, ça ne veut pas dire que c'est une municipalité qui va, en bout de ligne, prendre la décision de faire une offre. OK. Parce que des gens pourraient être très ouverts, mais regarder leurs finances, regarder leurs besoins, puis dire non. Pour nous, pour X, Y, là, Z, raison, on ne peut pas. Et ça, évidemment, les gens peuvent questionner leur propre conseil municipal à ce moment-là. Mais moi, j'ai bien confiance, je vous le dis, là, pas parce que c'est facile. Ça n'est pas facile. Mais on va être ouvert à tout projet de créativité, d'usage partagé, dans la mesure où les usages ne deviennent pas inconvenants ou contraires. Évidemment, il y a des usages qui ne permettraient plus de continuer le culte, ça va de soi, mais à ce moment-là, on va être responsable aussi, on ajustera les choses. Mais quand j'ai participé, moi, je vous donne comme exemple, à la rencontre d'information à Rivière-à-Pierre, il y avait des jeunes personnes dans la trentaine, dans la quarantaine, qui ont dit « Hey, il y a quelque chose à faire. » Quoi, c'est autre chose, là. Ouais. Mais donc, il y a quelque chose de positif à ouvrir la réflexion sur l'avenir. Il y a des jeunes familles qui ont pris conscience de ça, puis ont dit « Oh, attention, est-ce que nous, on veut vivre dans un milieu où cette église-là disparaît? » Bon, donc, tout le monde a à se questionner actuellement. Mais vous comprenez que donc la vente à 1 $, c'est l'une des très nombreuses possibilités. Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'autres types d'ententes. C'est ça. Puis peut-être une dernière question. Oui. Là, vous parlez de... il se passe quoi après? Imaginons, exemple, que le diocèse et que les paroisses décident, d'exemple, telle église, ça ne marchera pas, on ne pourra pas la garder, financièrement, ça ne marche pas. Puis on sait aussi qu'on commence à le voir, là, des signes d'usure de certaines églises. Je pense à Saint-Uribe, à Portneuf, Portneuf-Ville, en bas. Oui. À Saint-Alban, le clocher, il est passé proche de tomber il y a quelques années. Donc, on commence à voir des choses qu'on n'avait pas vues là, de mémoire de paroissiens. C'est quoi le processus pour... ça doit être compliqué, je veux dire, en termes d'opinion publique pour... Est-ce qu'on va être obligé de démolir des églises? La solution de démolir une église, elle se prend uniquement... En général, là, quand la structure est gravement atteinte, selon l'avis d'experts, évidemment. Ça, c'est notre inquiétude pour l'église de Notre-Dame des Sept Douleurs à Portneuf. Donc, elle est fermée pour des raisons de sécurité. La maçonnerie s'effondre. Donc là, évidemment, ça, c'est très inquiétant. Il y a eu des églises, suite à un tremblement de terre, qui ont été détruites. Parce que les experts ont dit... quel que soit le type de travail qu'on pourrait faire, ce ne serait pas sécuritaire à long terme. Donc, évidemment, si on avait ce genre d'avis-là, on y serait contraint, je crois. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Bien que pour Portneuf, là, nous avons une grave inquiétude sur les structures. En 2018, plutôt, 2018-2019, on pensait à des travaux autour d'1,3 million de $ urgents. Et qui devait se faire dans un certain laps de temps. Donc, bien sûr que les gens voudraient la garder. C'est une belle église, elle est sur le bord du fleuve, mais c'est sûr que là, on a des contraintes là, importantes. Pour les autres églises que vous avez dites, effectivement, on a aussi des contraintes qu'il faut regarder. Mais le processus est le suivant, c'est qu'il y a deux types de processus parallèles. Il y en a un qui est plus juridique, puis il y en a un qui est plus d'information publique. Mm-hmm. Au point de vue juridique, la décision revient d'abord à l'Assemblée de fabrique, qui va normalement consulter les paroissiens et paroissiennes de diverses manières. Et ils ont à demander auparavant une autorisation en vertu des articles de la loi civile, là, 18 et 26, la loi sur les fabriques, une autorisation préalable de pouvoir commencer des réflexions. Parce que
parce que comme l'évêque a un droit de regard, c'est sûr qu'il vaut mieux qu'il donne dès le départ là, un oui pour pas qu'on flouer des gens qui négocieraient de bonne foi. Ensuite, il faut qu'ils fassent faire un carnet de santé ou une évaluation du bien. Donc, et après ça, bien, il va y avoir une ouverture pour dire est-ce qu'on y conserve le culte ou pas. Et là, il y a l'aspect pastoral de cela. Dans le cas de Portneuf, la réflexion, elle est facilitée par le fait qu'il y a l'autre église à Portneuf qui va pouvoir continuer de recevoir le culte. Donc, ça, c'est l'aspect juridique. Ensuite, évidemment, il faut avoir un contrat, un plan d'entente, établir donc la juste valeur marchande du lieu. Évidemment, si l'église doit être détruite, vous comprenez que la juste valeur marchande, c'est pas la même. Que si l'église peut être transformée, modifiée. Et après ça, le contrat va se faire. Il doit être approuvé par l'évêque. Et l'évêque lui-même, c'est pas très connu ça, mais lui, lorsqu'on arrive à l'aliénation des biens ou la vente de biens, il doit avoir le consentement, au-delà d'un certain montant, là, le consentement de 2 conseils. Un qui est surtout des prêtres, qu'on appelle le collège des consulteurs, et un autre qui est uniquement des personnes laïques, mais expertes en économie, là, qu'on appelle le conseil pour les affaires économiques. Ces gens-là font tous ce service gratuit, mais eux vont dire à l'évêque, oui, le prix qu'ils ont eu, là, c'est correct, ou cet arrangement-là tient la route. Ou parfois, ils vont dire à l'évêque, écoutez, vous êtes en train de dilapider les biens. Non, 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 non. Ou tout est en faveur de l'acheteur et c'est la fabrique qui est la moins favorisée. Donc, lorsqu'on dit l'évêque doit approuver, il ne pourra pas s'il n'a pas eu l'aval de ces 2 conseils-là, qui ont sur lui un pouvoir de consentement. C'est pas très connu, ça, c'est pas une forme de démocratie, mais l'évêque là, ne décide jamais seul. Il doit avoir l'aval de conseils là, importants sur ça. Du côté de l'information, il faut regarder avec les fabriques. Les fabriques, généralement, les paroissiens apprennent jamais ça au hasard. Tous les lieux que vous avez nommés là, ces gens-là connaissent déjà l'état financier. Les carnets de santé existent. Parfois, ils ont 4, 5 ou 6 ans. Et là, bien, évidemment, les décisions où on arrive dans plusieurs endroits, c'est de dire s'il arrivait un bris majeur, est-ce qu'on serait en mesure d'entreprendre toutes les réparations, surtout si ce bris-là n'est pas assuré. Ça peut arriver, des fois, c'est assurable, là. Comme lorsqu'on a eu la tempête de vent, le clocheton qui est parti à Saint-Alban, mais c'est assuré. Là. On va pouvoir normalement le récupérer. Mais si ce n'est pas assurable, évidemment, là, il y a une décision à prendre. Mais pour le moment, on n'est pas devant une catastrophe encore, aujourd'hui, dans ce qu'on comprend. Bien, M. Taillard, on vous remercie d'avoir été des nôtres pour parler de l'avenir des églises. C'est tout le temps que nous avions pour l'entrevue. Alors, nous venons d'entendre le chanoine Jean Taillard pour nous parler des églises. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ça fait plaisir.